Bien, merci, cher Luc, pour cette introduction et bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de revenir à cet événement ici à la Maison de la Chimie sur ce sujet qui est cher à Luc, qui m'est cher aussi, la question de l'habitat pour les seniors en 2026 et se projeter dans les années à venir. J'ai beaucoup hésité sur la manière comme j'allais aborder cette conférence. Souvent, j'ai beaucoup de photos un peu du monde entier. C'est un peu ma tradition, vous faire voyager avec moi avec quelques photos. Et j'ai dit à Luc que finalement, j'allais faire donc 15 minutes. De cette même manière, vous embarquez dans un voyage, mais avec la liberté de la parole, de ne pas être attaché à des photos, pour parler de ce qui vous est cher. L'habitat pour les seniors, mais dans Habitat pour les seniors, il y a d'abord Habitat. Et dans Habitat, il y a la question aujourd'hui, en 2026, par rapport aux 10, 15, 20 années à venir, quel type d'habitat voulons-nous dans nos villes? Et dans quelle ville? Est-ce que nous pouvons développer les mêmes types d'habitat dans une grande métropole ou dans un tout petit village? Ce matin, j'avais un webinaire avec l'Observatoire de l'innovation de la vie publique qui décerne le prix Territoria. Il s'avère qu'une toute petite ville de 4500 habitants, qui est coincée entre Alès et Avignon, Saint-Hilaire de Bretmas, a gagné en décembre 2025 les prix Territoria d'or Ville durable, 39e édition. Parce que le maire Jean-Michel Perret a implémenté dans ces lieux, avec moi, cette idée de la proximité heureuse dans un lieu de 4500 habitants, donc la ville des quarts d'heure. Donc ce n'est pas ni Paris, ni Tokyo, ni Buenos Aires, ni Séoul, où je suis habitué à travailler, mais c'est une petite ville de 4500 habitants. Et ça a été le prix national de la ville durable. Pourquoi? Parce que nous avons considéré que l'habitat, ce n'est pas un toit et 4 murs, mais que l'habitat, c'est une manière d'exister, une manière d'être, une manière d'accéder à la chose essentielle qui est la dignité humaine. Et la dignité humaine au XXIe siècle, on peut la définir par l'accessibilité à des choses qui sont essentielles tous les jours pour avoir cette capacité à être en lien avec sa famille, avec les autres, d'une manière harmonieuse. Et donc, nous avons défini, en dehors de ces logés, 5 éléments clés. Le premier, c'est le soin. Le soin, c'est-à-dire la santé physique et la santé mentale. C'est une notion de bien-être. Nous avons défini également l'accès au commerce de proximité, l'accès aux circuits courts, l'accès à tout ce qui nous permet d'avoir aussi une très bonne santé, parce que l'alimentation fait partie de la santé. Et plus on mange des choses qui viennent sur des circuits qui ne sont pas courts, plus on obère sa santé. La troisième, c'est l'éducation et la culture. Accéder à tout ce qui peut enrichir l'esprit. Il reste l'espace public, tout ce qui peut nous permettre d'être heureux avec ce qu'on appelle les lignes blanches, les lignes vertes et les lignes bleues. Les lignes blanches, c'est la qualité de l'air. Les lignes vertes, c'est la végétalisation pour avoir donc une vie bioclimatique adéquate. Et les lignes bleues, c'est tout ce qui est relié à l'eau. Et ensuite, pour ceux qui travaillent, ce n'est pas toujours le cas des seniors, comment travailler dans de meilleures conditions. Donc, cette proximité basée sur 6 éléments. Donc, c'est loger, donc c'est soigner, s'éduquer, et s'approvisionner et s'épanouir, constitue le cœur de ce qui a fait de ces concepts un succès mondial et qu'on appelle la ville des quarts d'heure, que d'autres appellent les territoires de la demi-heure dans les zones de moyenne et faible densité, d'autres les appellent la ville des courtes distances, la ville des 10 minutes dans quelques territoires, les quartiers complets. Et le succès mondial de ces concepts, c'est parce qu'ils s'adaptent à tout type de typologie des profils d'habitants. Et donc avec Luc, il y a quelques années, il était venu me voir quand tu travaillais sur la loi du grand âge, pour dire comment les seniors peuvent s'intégrer dans cette logique. Et avec Luc, on a passé un après-midi, et ça nous a semblé tellement naturel la manière d'embarquer les seniors dans ce type de proximité.
Parce que déjà, par définition, il y a plusieurs catégories de seigneurs. Les seigneurs en parfait état et qui font encore la fête, comme mon ami Edgar Morin, qui a 54 ans. Il écrit des bouquins, il donne des interviews à la presse, il se porte comme un charme, il nous couche tous s'il a envie. Mais il y a aussi des seigneurs qui ne se portent pas bien, qui ont des difficultés. Donc, il faut catégoriser ces différentes possibilités, mais on ne peut pas catégoriser la typologie des services qu'on offre. Et c'est ça les torts qu'on a eus au XXe siècle avec l'urbanisme. Quand on a catégorisé les services qu'on pouvait offrir, et on a créé des villes avec des services à des distances qui allaient de plus en plus loin et qui empêchaient l'accès à différentes catégories des populations. Et donc, le Seigneur offre une catégorie de population qui doit avoir accès, comme les jeunes, comme les couples mariés, comme les enfants, à des services qui permettent de les épanouir. Et donc, quand on travaille avec l'habitat des seigneurs, moi, je vous invite à vous décloisonner. Et on ne peut plus continuer à penser, mais vous l'avez dit ce matin, Luc me l'a dit, donc les EHPAD, les lieux spécialisés, là. On doit penser autrement, on doit se décaler, et on doit penser donc dans cette notion de proximité, lui qui l'appelle la ville de 300 mètres, la ville de 400 mètres, je l'appelais la proximité inversée. C'est-à-dire qu'on a des services qu'on peut offrir aux gens, mais il y a aussi des services pour la catégorie des seniors qui ont du mal à dépasser un certain nombre de mètres en mobilité. On doit avoir des services qui viendront à eux quand ils le voudront, quand ils en auront besoin. Et c'est pour ça que j'ai parlé de créer ce que j'appelle donc, les services inversés. Ce n'est pas moi qui vais vers les services, c'est les services qui viennent à moi par rapport à la catégorie des gens que je peux traiter. Et j'ai parlé également, mais ça, Luc ne le sait pas parce qu'on ne sait pas parler de ça, on a développé dans un lieu dans lequel les seigneurs, il y en a plus que des personnes qui ne sont pas seigneurs en Corée du Sud, à Séoul, à Busan, à Daejeon et à Jeju. Donc, ça ne vous dit rien du tout, mais c'est juste pour vous dire que là-bas, on vend plus de couches pour des seigneurs que pour des bébés. Et que donc, la population des seigneurs, elle est extrêmement importante. Et les maires de la deuxième ville de Corée du Sud, Busan, a pris mon concept, a gagné les élections et aujourd'hui, il développe des choses qui sont absolument étonnantes. Je vais vous en donner une parce que je n'ai pas beaucoup de temps, mais je vais vous en donner une. Je lui dis, monsieur le maire, par rapport au Seigneur, il faut imaginer, ce que je suis en train de vous dire, divers dispositifs qui s'adressent à la carte, à qui les veut en fonction des possibilités. Les seigneurs qui sont en parfait état et qui, lui, peut aller à l'opéra. À ce moment-là, il faut lui ouvrir tout simplement une navette qui l'amène un service dans lequel il est à marcher le moins possible, qui lui permette d'aller. Mais à celui qui ne peut pas aller très loin, qu'est-ce qu'on peut lui offrir déjà comme innovation pour qu'il puisse accéder? Moi, je lui dis, on va faire une nouvelle économie de proximité qui va servir aux seniors qui ne peuvent pas trop se déplacer, mais qui va servir aux jeunes qui veulent s'amuser. Et je lui dis, on va créer une carte. Je l'ai oublié, donc j'ai changé de veste pour être mieux présentable. Donc, je n'ai pas cette carte-là, mais imaginez que j'ai une carte ici, comme celle que vous avez, avec un petit chip là. Et cette carte, c'est quoi? C'est une carte qui est liée à une app qui est sur le téléphone et qui permet de scanner un code QR. Et ce code QR, c'est de la ville de Busan avec un 15, Busan en 15 minutes. Et on a fait le tour de tous les services de proximité, soit publics, soit privés. Et ils s'adhèrent à ces services-là. Et avec cette carte, qu'est-ce qui se passe? Les gens qui vont à un service, ils vont scanner donc, les logos, ils vont avoir des points. Et si sur leur téléphone, par exemple, ils sont plus de 10 000 points parce qu'ils sont venus à pied, etc., on va leur donner des points en plus. Et qu'est-ce qu'il va faire? C'est une carte de fidélisation de la proximité heureuse. Et donc, si c'est des services publics, et c'est des expos qui sont payantes, ou c'est des cinémas, ou c'est des théâtres, etc., ils rentrent gratis si la place est disponible. Et si c'est des services privés, ils vont avoir une réduction de 15%, de 20%, où ils vont être donc en capacité. Et donc, on a créé une espèce de carte de crédit de proximité qui, elle, donne plus ou moins des services en fonction de qui je suis. Si je suis un jeune, si je suis une femme enceinte, si je suis un senior, si je suis un senior qui a du mal à se déplacer. Et donc, ce sont des choses qui non seulement fonctionnent très bien, mais il y a même une banque qui a dit, écoutez, avec la quantité des seniors qu'il y a ici,
je vais mettre de l'argent pour la monétiser et que ça permette donc à cette personne-là de payer un taxi, de payer un service à domicile, de payer 2 heures de ménage de quelqu'un qui vient, etc. Et en fait, on est en train de créer une nouvelle économie locale basée juste sur le fait qu'on offre des services en proximité et qu'on évite aux gens d'aller à l'autre bout de la ville pour accéder à quelque chose qui, naturellement, devait être en proximité. Et à partir de là, on a tiré la ficelle. Et on a commencé à regarder, mais dans ces quartiers, qu'est-ce qu'il y a comme population des jeunes, des enfants, etc. Et donc, on a évalué, par exemple, par enfant, le nombre de jouets qu'ils pouvaient avoir. Et on a créé un lieu qui s'appelle les SOM, les Super Old Market. Ce sont les marchés des seigneurs. Et les Super Old Market, ce sont des lieux dans lesquels il n'y a que des seigneurs qui travaillent, entre guillemets, et qui viennent là. Il y en a d'autres seigneurs qui sont en meilleur état. Et donc, avec des jeunes, ils ramassent des jouets, etc. Ils les amènent dans ces lieux-là. Il y a des jouets qui fonctionnent, qu'ils peuvent réparer eux-mêmes. Il y a des jouets qui ne fonctionnent pas, ils récupèrent la matière première. Et ensuite, on s'est mis à réfléchir quels étaient les pourcentages de matières premières qu'on pouvait récupérer. Et à partir de là, avec des designers, on a imaginé comment traiter cette matière pour faire des gants, pour faire des bonnets, pour faire des gilets, etc. Et aujourd'hui, ça existe dans toute la ville, les Super Old Market. Mais des histoires comme ça, j'en ai plein à vous raconter. Pas uniquement donc à Séoul, ou à Busan, ou en Corée du Sud, où la population des personnes âgées est importante, mais plutôt en bonne santé. Donc on travaille ces idées, comment leur offrir un service, comment créer des banques avec des chèques pour donner du temps, pour être avec les autres, mais aussi dans d'autres lieux dans lesquels c'est différent. Au Mexique, à Iztapalapa, 22 millions d'habitants, c'est la ville de Mexique. On a créé, avec la maire, qui aujourd'hui est la maire de Mexico City, à l'époque c'était la maire locale d'Iztapalapa, 2 millions d'habitants, on a créé les Utopies, Unités territoriales pour l'organisation et l'harmonie sociale en espagnol, Utopias. Les Utopias, ce sont des lieux de proximité qu'on a stratégiquement situés dans cette ville de 2 millions d'habitants. En fait, c'est un quartier de Mexico City qui fait 22 millions d'habitants. Là, je focalise sur 2 millions. Et on en a désigné 17 lieux, 17 utopias. Et chaque utopia, on est allé récupérer des choses qui ne marchent plus. Un bateau qui ne marchait plus, un avion qui ne marchait plus, etc. Et c'est devenu des choses qu'on a ramenées au sein de l'utopia. Pour faire quoi? Pour avoir des services de proximité, accessibles à pied ou en vélo, à moins de 15 à 20 minutes. Et on a designé des services qui sont de nature très différente pour des femmes, pour des hommes, pour que les hommes apprennent à faire la cuisine, pour que les femmes puissent apprendre à lire ou à écrire, pour que les enfants puissent apprendre à nager, parce que 60% des enfants ne savaient pas nager, etc. Et pour les seniors en bonne santé, pour les seniors en mauvaise santé, divers types de services qui sont accessibles et qui peuvent à ce moment-là être disponibles. Pour les seniors qui ne peuvent pas aller, on va les chercher et on les amène. Parce que le principe, c'est que ça soit toujours à 15-20 minutes de lieu d'habitation de l'endroit où ça se trouve. Comment on fait ça? On fait ça avec de la science. Et ça, où nous jouons un rôle en tant que scientifique, en tant que professeur à la Sorbonne, parce qu'aujourd'hui, on est capable très facilement, avec la collecte des data, de territorialiser un lieu, d'analyser un lieu, d'accéder aux bases de données qui nous disent qui sont les personnes qui habitent, quel âge ils ont, quel sexe ils ont. On peut même avoir le taux de revenu moyen des gens qui habitent là, quels sont les services qui sont présents, quels sont les services qui sont absents, comment ils sont fréquentés, quelles sont les heures d'ouverture, etc. Donc on peut cartographier tout ça, et à partir de là, on va aller chercher les besoins de cette population. On identifie par rapport aux seniors, on identifie les seniors qui sont en bonne condition physique, ceux qui n'ont pas en bonne condition physique, bonne condition mentale, mauvaise condition mentale, et c'est à partir de là qu'on construit un mapping des besoins, et on vient matcher, on vient faire la jonction entre la cartographie des lieux, ce qui ne va pas, ce qui va, et par rapport à ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on doit compléter, comment on fait pour que ça puisse vivre. Et c'est ça que je préconise, et Luc le sait, quand on avait évoqué cette idée des services à l'inverse. C'est-à-dire, on ne part pas
de moi qui je suis et où je dois aller pour chercher mes services, mais au contraire, c'est nous qui avons la responsabilité sociétale, c'est nous qui avons la responsabilité politique et la responsabilité économique par rapport à tous ces seniors-là, de leur offrir ces services, parce que je reboucle avec le début, c'est ça qui permet d'avoir de la dignité, et encore plus quand on est senior et qu'on arrive à un âge dans lequel l'absence de dignité nous empêche donc de vivre, et on voit la difficile situation de beaucoup de personnes quand ils n'ont pas accès à ces services-là, et les manques que ça produit, et la dislocation sociale que ça produit. Donc, nous, scientifiques, on peut fournir ça. Vous, gouvernance locale, maire, président de conseils généraux, président des métropoles, et les secteurs qui est aussi les acteurs de la ville, les acteurs de l'habitat, les acteurs des EHPAD, les acteurs des HLM, les acteurs de la promotion immobilière, les acteurs du développement. Parce que ça signifie que la manière d'agencer la ville n'est pas la même. Et donc, les développeurs ne peuvent plus continuer à développer des EHPAD comme des lieux séparés du reste, où on ne peut pas continuer à faire des EHPAD monofonctionnels où il n'y a pas de services à côté, ou tout simplement, développeurs de real estate, de l'immobilier, ils ne peuvent pas continuer à faire semblant, comme si on était encore au XXe siècle, quand on est au XXIe siècle, qu'on a besoin d'offrir des services pour avoir donc un meilleur vivre. Je termine juste en vous disant de lire la recherche qui a été publiée par Le Monde hier ou avant-hier, en disant l'absence de bars et de cafés dans les petites villes a été, cette absence-là, une des raisons de la montée de l'extrémisme dans beaucoup de villes. Rappelez-vous d'un mot que je mets en exergue dans mon livre qui sort, La ville du soin, c'est le mot infrastructure sociale. Il faut arrêter de faire des infrastructures. Une infrastructure sociale, ce sont des lieux de vie, ce sont des lieux de mélange, ce sont des lieux de mélange de fonctions et des lieux de mélange de catégories sociales. Les infrastructures sociales, c'est l'avenir du XXIe siècle, y compris pour les seniors, si on ne veut pas passer ensuite sous la férule de ceux qui veulent nous disloquer, nous ségréguer, nous séparer, et là, on ne sera pas là peut-être pour raconter la fin de l'histoire. Merci beaucoup. Merci. Un immense merci, Carlos Moreno, pour la richesse de ce propos.